Bonjour à tous et toutes. Je me présente Romain Rouillard, je dirige l'association Habitat Plus. Et donc merci et ravi de vous avoir avec nous pour ce webinaire à 10 jours exactement du 1er juillet 2026. Je vais vous inviter à couper vos micros pour pouvoir faciliter les interactions entre nous et le confort acoustique de chacun, même si je sais que ma collaboratrice tente de gérer ce point. Donc je le disais, Habitat Plus, c'est le gestionnaire qualité du dispositif professionnel du gaz. Cette association a été créée en 2007 sous l'égide des 3 organisations professionnelles, CAPEB, FFB et SINASAV. Et donc, à cette mission, telle que je viens de vous le dire, Hervé, est-ce que tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît, pour qu'on puisse apprécier la mission d'Habitat Plus, ou en tout cas se la rappeler. Habitat Plus a pour objectif d'administrer le dispositif qualité PG à partir des certificats de conformité modèle 2 que vous émettez à chaque fois que vous faites une installation neuve, une modification d'installation ou un remplacement d'appareil, je le rappelle, et qui, selon les règles Habitat Plus, permettent de déclencher un audit une fois par an ou une fois toutes les 25 installations, et sont mandatés les organismes habilités, Caligaz Evonia, DECRA ou Coprodic, fonction de là où vous avez acheté ce certificat de conformité, et selon les règles d'audit que je viens de préalablement citer. Je tenais aussi à vous dire que notre ministère de tutelle est au ministère de la Transition écologique. C'est la Direction générale de la prévention des risques. C'est à eux que nous rendons compte, et quand je dis nous, c'est nous tous, avec les organismes de contrôle, afin de pouvoir faire notre mission dans toutes les bonnes conditions qu'il faut. On est à 10 jours, je le disais, du 1er juillet. 1er juillet, date à laquelle l'appellation professionnelle du gaz s'élargit. C'est une première depuis son lancement dans les années 1985-1990. Et vous dire que dans cet élargissement d'appellation, nous allons pouvoir aussi travailler sur un nouveau matériel gaz qui est l'hybride, la pompe à chaleur hybride. Et donc nous allons pouvoir voir ça avec l'ensemble de nos participants qui sont avec nous aujourd'hui. Hervé, est-ce que tu peux mettre le slide juste après? Donc pour Habitat Plus, Hervé Vergniaud qui va intervenir, et les 3 organismes de contrôle vont se succéder afin de vous présenter les différents points de contrôle nouveaux à partir du 1er juillet 2026. Pour gagner du temps et parce que nous avons beaucoup de slides à vous présenter, et parce que nous voulons laisser un temps aux questions, je propose qu'ils se présentent quand ils prendront la parole. Quelques règles de fonctionnement avant qu'on rentre dans le fonctionnement et ce webinaire de manière très précise. Vous dire que voilà, vos micros seront désactivés pour le confort acoustique de chacun, que vous pouvez poser vos questions dans le Q&R, qui veut dire question-réponse évidemment, dans l'outil Microsoft Teams. Je tiens à vous dire, parce que je sais que certains le font comme ça, que si vous utilisez votre téléphone portable pour nous suivre aujourd'hui, l'option Q&R n'est pas forcément disponible. Je dis ça pas forcément parce que j'ai fait beaucoup de webinaires, peut-être que cette option a été rajoutée depuis, mais souvent ce n'est pas le cas. Et donc là, j'en suis désolé, vous ne pourrez malheureusement pas poser vos questions à l'écrit, mais nous aurons à un moment donné la possibilité d'ouvrir vos micros si pour le coup vous avez des questions à nous poser. Je vois qu'on vient de me couper mon micro, je reprends donc la parole. Hervé, c'est à toi pour introduire l'ensemble de ce webinaire, afin ensuite de laisser la parole aux organismes de contrôle. Merci pour votre attention, à tout à l'heure. Merci Romain. Bonjour à toutes et à tous. Donc Hervé Vergniaud, je suis un des 3 délégués régionaux pour les associations Habitat Plus PG, et j'ai le plaisir ce matin de vous effectivement introduire les points de contrôle papier pris qui vont être évoqués par Bruno, Thomas et Julien tout à l'heure. Et on va commencer par faire un petit rappel rapide au niveau des certificats de conformité modèle 2. Il faut bien garder en tête que le certificat de conformité modèle 2, le CC2, c'est un document qui protège, et il protège tout le monde. Il protège en premier lieu le client, mais parce que le client, lui, le fait d'avoir un certificat atteste que les travaux ont été réalisés conformément au texte réglementaire. Le fait d'avoir un certificat PG atteste aussi que l'entreprise qui est intervenue a à la fois une reconnaissance et une compétence technique reconnue.
et également accessoirement qu'elle est aussi inscrite à tous les, notamment au répertoire des métiers, qu'elle a toutes les attestations, qu'elles soient sociales, fiscales, en termes d'assurance, notamment des décennales, qui sont à jour du fait que l'entreprise ait bien l'appellation PG. Ce certificat, il protège aussi l'entreprise, évidemment. Déjà, parce que c'est un document qui est indispensable, et notamment en cas de sinistre, c'est un des premiers documents qui sera demandé par les assurances notamment. Et aussi et surtout, c'est un document qui délimite le périmètre de l'intervention de l'entreprise. Autrement dit, tout ce qui aurait été fait avant l'intervention de l'entreprise, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'existant. On y reviendra juste après tout à l'heure. Et ce qui aurait été fait après ou ce qui aura été fait après par une tierce personne ne figure par essence pas sur le fameux descriptif technique de l'entreprise. Donc c'est vraiment un document qui protège. C'est aussi un document qui est obligatoire, hein. Ça, c'est un rappel, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Le certificat, il doit être dressé systématiquement lorsqu'il y a bien entendu une nouvelle installation gaz. Si on part de néant et qu'on met une installation, qu'on fait une installation gaz, bien le distributeur demandera ce document pour la mise en service, évidemment. Il est aussi obligatoire dès lors qu'on fait une modification d'une entreprise d'une installation qui existe. On rajoute une ligne de gaz, on remplace de la tuyauterie parce qu'elle aurait été abîmée. C'est une modification qui est soumise bien entendu au certificat de conformité. Le troisième point, pas des moindres, c'est qu'il est aussi obligatoire dans le cas du remplacement d'un appareil. Et là, quand on parle d'appareil, on parle de tout type d'appareil, hein, à l'exception des appareils dits de cuisson, qui eux ne sont pas soumis à cette obligation-là, mais tous les autres appareils, que ce soit un chauffe-bain, un accumulateur, une chaudière, une PAC hybride, sont soumises à l'obligation de l'établissement du certificat en cas de remplacement. Et le dernier point, il faut également faire un certificat qui sera demandé par le distributeur lorsqu'il y a une intoxication ou un accident. Pour pouvoir remettre en gaz, il y a forcément l'établissement d'un certificat avec un contrôle du bureau de contrôle, de l'entreprise et aussi du particulier qui doit être là, afin de pouvoir remettre en gaz et par le distributeur. Voilà pour les 4 points de l'obligation réglementaire du certificat de conformité. Vous avez ici sur la gauche celui qui était d'actualité jusqu'à la fin de l'année 2025. Et depuis le 1er janvier 2026, vous avez dû vous en apercevoir, nous sommes sur celui de droite. Donc là, on vous a fait le petit jeu, non pas des 7 erreurs, mais des 6 erreurs, pour vous montrer ce qui a changé depuis le début d'année. Il y a 6 points. Je vais m'appesantir sur quelques-uns d'entre eux. Je vous les liste rapidement avant de revenir en détail sur quelques-uns d'entre eux du coup. Le premier, c'est que le périmètre de ce certificat modèle 2 a été élargi aux ERP de 5e catégorie inférieurs ou égal à 19 personnes, et je précise également 100 locaux à sommeil. Le deuxième point, c'est que c'est un modèle CERFA qui a été conçu pour éviter la fraude. Je vais revenir dessus juste après. Troisième point, ont été intégrés tout ce qui est innovation technique et les codes associés, avec notamment, ce que vous voyez sur la droite, hein, c'est le verso de votre certificat de conformité, avec notamment l'intégration de la PAC hybride, du détendeur à sécurité intégrée pour la partie propane et de l'inverseur à sécurité intégrée. On va revenir dessus. Le quatrième point, lui, je ne reviendrai pas dessus, donc je vous explique rapidement ce qu'il en est, c'est l'intégration des fameux types d'appareils que vous devez marquer sur le descriptif technique de votre installation. Et pour une amélioration de la clarté de la lecture, ont été inscrits noir sur blanc, donc au verso du certificat, les 3 types d'appareils, A, B et C, comme vous pouvez je pense, apercevoir à droite. Pour faire simple, appareils de type A, c'est les appareils non raccordés. On va dire que ce sont les cuissons. Les appareils de type B, ce sont les appareils qui sont raccordés aux fumées, mais qui ne sont pas les appareils dits étanches. Ça, c'est les appareils du type B. Et les appareils du type C, c'est les appareils étanches, à ventouse, de type C, comme vous les appelez indifféremment. Le 5e point, lui, ça concerne les autres opérations réalisées qui sont en bas du descriptif technique. Je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur que je pointe, je pense que oui. Et ici, ce point numéro 5, il est réservé à tout ce qui fait suite à une intoxication ou un accident. En fait, dans cette petite zone-là, donc la zone 11, vous renseignez des choses qui seraient faites pour la résolution, entre guillemets, d'un accident ou d'une intoxication au monoxyde de carbone.
par exemple des vérifications de sécurité, remise en conformité de l'installation individuelle, vous avez modifié les ventilations, etc., etc. Donc c'est dans cette rubrique-là, la petite zone 11, qu'il faut renseigner les choses si c'est suite à une intoxication ou un accident. Et la zone 6, réservée, distribution du dernier cadre qui était réservé aux distributeurs. Je vais vous le zoomer juste après pour que ce soit visuellement plus facile. Alors, le premier point, le périmètre élargi aux ERP 5e catégorie, inférieur ou égal à 19 personnes, sans locaux à sommeil. Ben, vous voyez, on vous a zoomé un petit peu le certificat de conformité, et on voit que le premier encadré rouge en haut, en plus de l'article 21 de l'arrêté du 23 février 2018, a été rajouté l'article PE10B, paragraphe 1, du règlement de sécurité ERP, qui intègre ces petits ERP. Vous le voyez d'ailleurs en bas. Ici, vous avez un deuxième encadré sur lequel vous aviez jusqu'à présent l'habitation individuelle, la maison, on va dire, l'habitation collective, l'appartement, et le troisième point, à droite de cet encadré rouge, c'est les ERP 5e catégorie, inférieurs ou égal à 19 personnes. Alors, juste pour rapidement vous préciser, c'est les petits ERP, moins de 19 personnes, ça peut être un petit commerce de proximité, ça peut être une petite épicerie, ça peut être un cabinet d'avocat, un cabinet médical, un fleuriste, enfin en tout cas des établissements qui auront été déclarés au préalable en mairie par son propriétaire comme étant ERP inférieur ou égal à 19 personnes, et je précise, c'est important, sans locaux à sommeil. Le deuxième point, je vais passer rapidement dessus, mais c'est important de le savoir quand même. En haut à droite du certificat, vous avez un petit encadré rouge sous lequel il y a marqué numéro de certificat, et en bleu, en filigrane bleu, délivré par un organisme habilité. En fait, si on se rend sur le site servicepublic.gouv.fr, bien jusqu'à présent, le modèle de CERFA était, on va dire, vierge, et il n'avait pas ce petit filigrane qui permet à la personne qui va éventuellement le chercher et le trouver sur servicepublic.gouv.fr, va lui permettre de voir que ce numéro de certificat, il ne peut pas l'inventer lui-même, il doit forcément contacter un des 3 organismes habilités pour pouvoir avoir la délivrance de ce certificat de conformité. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je continue. Le troisième point, on l'a vu tout à l'heure, ont été intégrés, on va le zoomer, les innovations techniques et leurs codes associés, avec notamment la PAC hybride, le DSI et l'ISI. Et donc, si je zoome le verso du certificat de conformité, vous allez voir que sur cette partie-là, en avant-dernier, vous avez bien la PAC hybride avec l'abréviation PAC H qui a été rajoutée. Et vers le milieu ici, vous avez le DSI, détendeur à sécurité intégrée, pour la partie propane, ainsi que l'inverseur à sécurité intégrée, l'ISI et le DSI. Donc ces 3 codes et abréviations-là ont été rajoutés pour que ce soit plus efficace et plus facile à rédiger. Le dernier point, c'est visuellement celui qui est plus parlant. Vous voyez bien, il n'y a plus que 2 cadres destinés aux différentes signatures. Il reste uniquement le cadre de l'installateur que vous voyez ici en bas à gauche, le cadre de l'organisme habilité ici en bas à droite, et il n'y a plus le cadre réservé aux distributeurs, pour des raisons il n'y a aucune autre justification qu'une simplification administrative, parce que tout simplement le distributeur n'est pas forcément toujours présent sur site lorsqu'il y a l'émission d'un certificat. Il l'est forcément lorsqu'il y a une mise en gaz, ça c'est évident. Il doit avoir le certificat pour qu'il mette en gaz. Mais s'il y a une modification d'installation, un remplacement d'un morceau de cuivre, de tuyauterie par exemple, ou le remplacement d'un appareil, le distributeur n'est pas forcément toujours là, d'où cette simplification et la disparition de ce cadre-là. Pour revenir sur ce que disait Romain en introduction, au niveau des entreprises PG, aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer au niveau de l'intégration de ces fameux ERP de 5e catégorie inférieur ou égal à 19 personnes, ou strictement inférieur à 20. Ne soyez pas surpris, c'est soit inférieur ou égal à 19, soit strictement inférieur à 20, bien sûr. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, vous avez l'entonnoir, on va dire, dans lequel le PG déverse tous ses certificats. Vous avez le premier qui est le logement individuel, le second qui est le logement collectif, qui aujourd'hui est le lot du PG depuis des années et des années. Eh bien, cette 3e catégorie de RP
va venir au même titre que les deux autres certificats logement individuel ou appartement, va venir exactement au même titre dans cette bourriche, si je puis dire, dans cet entonnoir du PG. Et donc, à condition, bien entendu, c'est une petite parenthèse importante, vous voyez l'encadré vert ici, il est important que le PG ait accepté l'extension de son appellation PG à ces fameux ERP, sans quoi, s'il n'accepte pas ça, ce qui est dommage pour lui, parce que du coup, il tombera sous le coup du contrôle systématique, et les certificats qu'il ferait, les certificats ERP qu'il ferait sans ayant accepté cette extension-là auprès de son organisation professionnelle, eh bien, seraient contrôlés systématiquement et ne seraient pas entre guillemets, considéré comme un certificat PG. Et donc, du coup, au niveau du déclenchement des audits, il n'y a absolument rien qui change dès lors que l'entreprise, bien sûr, a accepté cette extension. Le déclenchement des audits, il est exactement le même que ce qui a été évoqué tout à l'heure par Romain, c'est une fois par an et après par tranche de 25 certificats établis. Les règles ne changent absolument pas. Voilà, je continue en vous expliquant aussi que il y avait une forte équivalence entre la Convention nationale PG Habitat, on va dire, qui est signé depuis et renouvelé depuis des années et qui a été renouvelé au mois de novembre dernier avec les traditionnelles anomalies A1, A2 et DGI, hein, les feux orange, feux rouge et ce qu'on souhaite tous, le feu vert. Et au niveau de la convention ERP, eh bien, elle a été signée le 16 mars 2026, donc quelques 3-4 mois après, avec une équivalence forte, avec des contrôles qui, vous allez voir, sont quasiment tous identiques. Il y a quelques petits points de détail qui changent, mais ce sont vraiment des pouillèmes. Les A1, pour la partie ERP, sont devenus des NC1, donc non-conformité 1. Les A2, l'équivalent en ERP, ce sont les NC2, non-conformité 2. Et l'équivalent du DGI pour l'habitat, en ERP, ce sont les non-conformités 3. Voilà pour cette partie-là. Deux différences majeures qui sont notables et qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que sur la partie gauche de l'écran, vous avez le traditionnel habitat, que ce soit de la maison ou du logement. Et bien entendu, vous le savez, si vous êtes audité en tant que PG régulièrement, vous avez des contrôles et un contrôle qui est fait sur la partie neuve, donc ce qui est décrit sur le certificat de conformité, mais les organismes de contrôle vérifient également ce qui est existant. Sur l'ERP, donc la partie droite de votre écran, en ERP, ne sera contrôlée que la partie neuve. La partie existante d'un ERP 5e catégorie, moins de 20 personnes, ne sera pas contrôlée par le bureau de contrôle. Donc c'est important de retenir cette information-là. Petit rappel, hein, du coup, pour faire le distinguo entre le neuf et l'existant, eh bien la partie neuve, c'est forcément ce que vous décrivez ici dans la zone réservée du certificat de conformité, le descriptif technique, alors que l'existant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure en tout début, l'existant, lui, ne figure pas sur le certificat parce que, étant existant, il n'est pas en partie neuve et donc ne figurera jamais sur le certificat de conformité. Ce qui permet aussi, comme je vous l'ai dit, de protéger le PG sur la description de ce qu'il aura uniquement fait en termes de travaux. Deuxième différence majeure entre les deux référentiels de contrôle, hein, au niveau Habitat et ERP5, on l'a vu, l'existant ici sur le ERP ne seront pas contrôlés. Et il y a aussi une différence notable au niveau de la pression de gaz, au niveau du propane, qui sera admise à l'intérieur des locaux. Vous le savez, hein, depuis juillet 2024, maintenant, lorsqu'on est sur une partie habitation, là je pointe avec ma souris la partie habitation, sur du neuf, on a l'obligation sur une installation neuve en propane de rentrer en basse pression et de mettre une détente, le fameux détendeur à sécurité intégré, à l'extérieur du bâtiment, avec donc l'obligation du coup de rentrer en basse pression et pour le coup à 37 millibars. Sur l'existant, dans l'habitat toujours, on peut rentrer en moyenne pression et on peut faire une modification d'installation avec rentrer à 1 bar 5 dans le logement et avec le RDDS, le robinet détendeur déclencheur de sécurité qui permet de détendre à 37 millibars après chaque appareil. Du moins avant chaque appareil. Pardon. En ERP, 5e catégorie, l'existant, vous l'avez vu, ne sera pas contrôlé. Et sur la partie neuve, on peut aussi, tout comme l'existant dans le logement individuel, on peut rentrer en moyenne pression et avec des RDDS, notamment pour des raisons des fois de puissance d'appareil qui nécessiterait de rentrer avec une pression un peu plus élevée.
Allez, un petit cours, un petit rappel. Même si vous le savez tous, ça fait du bien de le redire. Le PG, lorsqu'il est PG, il fait ses certificats auprès de son organisme de contrôle de son choix, Caligase, Evonia, Decra ou Coprodict. Le rythme des audits, vous l'avez vu, on en a reparlé, c'est une fois par an, puis par tranche de 25 certificats. Et une fois qu'il est audité, la mission est réalisée. Nous avons forcément un retour de mission qui est matérialisé ici par la petite flèche bleue. Et il y a trois possibilités. Soit on est sur un feu vert, alors on fait l'amalgame avec l'analogie avec la voiture et les panneaux de signalisation. Si on est sur un feu vert, en habitation individuelle, c'est A1 ou bien NC1 sur la partie VRP. Dans ce cas-là, tout va bien. Si on est sur une anomalie caractérisée, on va parler de feu orange. C'est soit une anomalie A2 ou certains DGI dans la partie habitation et des non-conformités de niveau 2 au niveau des ERP. Et bien là, ça aura pour conséquence 3 contrôles renforcés pour l'entreprise. Et si on passe au feu rouge, le feu rouge, c'est un DGI. Alors DGI, c'est essentiellement fuite de gaz, pour parler de la plus prégnante, et également des anomalies sur un conduit de fumée. Donc DGI pour la partie habitation et NC3, non-conformité 3 pour la partie ERP. Et bien là, l'entreprise, il n'y a pas de contrôle renforcé, c'est une radiation qui va avoir une durée maximale de 1 an, ou alors la réalisation de 25 certificats, entre guillemets, non PG. L'entreprise fait soit 25 certificats, soit elle attend 1 an si elle fait moins de 25 certificats, pour pouvoir repousser la porte de son organisation professionnelle et redemander son appellation PG. Et dans les deux cas, vous le voyez à la fin, il y a marqué plus, repasser le test du responsable gaz. Eh bien, à l'issue de la période de validité du test du responsable gaz, lorsqu'il y a eu un feu orange ou un feu rouge, pour résumer, eh bien, l'entreprise devra faire repasser une personne, devra faire repasser le test à une de ces personnes, parce que lorsqu'il y a un feu orange ou un feu rouge, eh bien, le test s'arrête. Donc ça, il s'arrêtera soit au bout des 3 premières années, si le responsable gaz de l'entreprise est dans ces 3 premières années. Sinon, elle peut s'arrêter au bout de la 4e, voire de la 5e, pour si jamais il y a anomalie dans ces deux laps de temps-là, on va dire. Pour rappel, les supports techniques du certificat de conformité modèle 2, eh bien, ce sont les guides du CNPG, il y en a 5. Le guide installation de gaz, le guide EVA-PDC, le guide SPE, site de production d'énergie, le guide AMG qui parle d'appareil et matériel gaz, et le guide AAS qui est aptitude au soudage. Pour la partie habitation, habitat plus l'ERP de 5e catégorie, moins de 20 personnes qu'on a évoqué tout à l'heure, eh bien il faut se conformer bien entendu au guide dit bleu que vous voyez à votre écran. Et sur les autres ERP, donc les 5e catégories, plus de 20 personnes, et puis en montant entre guillemets dans les catégories, 4, 3, 2, 1, etc. Ce sont les guides rouges qui ont été édités, qui sont édités depuis janvier 2026. Petite particularité, vous le voyez bien, il y a 3 guides spécifiques rouges pour les ERP hors 5e catégorie, moins de 20 personnes, et il y a 2 guides, le guide AMG et AAS, qui sont communs aux deux réglementations. Voilà pour ça. Maintenant, du coup, on va arriver à l'évolution des règles de contrôle pour les packs hybrides, pour lesquels on va passer la fin de cette réunion ensemble avant les questions-réponses. Au niveau de ces points de contrôle-là, il y a eu des études qui ont été menées, qui ont été demandées par la DGPR depuis maintenant plus d'1 an, et donc qui vont nous amener gentiment, vous allez le voir tout à l'heure, vers l'évolution du référentiel de contrôle. Les questions qu'on peut se poser, c'est, premièrement, qu'est-ce qu'une plaque hybride? Deuxièmement, est-ce qu'on contrôle l'ensemble? Ensuite, suite aux demandes d'impact qui ont été demandées par la DGPR, est-ce qu'il y a des nouveaux risques potentiels? Et on arrivera naturellement sur l'évolution du référentiel de contrôle. Premièrement, qu'est-ce qu'une plaque hybride? Une plaque hybride, je vais rester extrêmement simple dans l'explication. Une plaque hybride, une pompe à chaleur hybride, c'est un appareil qui mixe à la fois une chaudière à condensation gaz THPE, vous voyez sur la droite ici, et un module pompe à chaleur électrique qui en général est de petite puissance, qui oscille en général entre 4 et 6 kg. L'idée, c'est que
Ces deux appareils-là sont suffisamment intelligents, bien sûr, pour causer entre eux, et au jeu de la régulation, d'une régulation intelligente, on va avoir un fonctionnement euh, qui va être d'un seul appareil, voire des deux, voire du second appareil si le premier n'est plus sollicité. Pour faire très simple et court, vous avez ici à droite un petit graphique avec en abscisse la température extérieure qu'il fait et en ordonnée eh bien, le besoin de puissance dans le logement. Eh bien, il est bien évident que lorsqu'on est sur des températures relativement clémentes, eh bien, le module pompe à chaleur seul peut suffire à faire fonctionner et à assurer les besoins d'eau chaude et de chauffage du logement. Lorsqu'on est sur une température, pour faire simple, qui avoisine 4 degrés et 0 degrés et dans cette fourchette-là, eh bien on peut avoir un fonctionnement bivalent avec la pompe à chaleur hybride qui va faire fonctionner à la fois la chaudière THPE et le module PAC, de façon à assurer les mêmes besoins de chauffage et d'eau chaude du logement. Et par contre, lorsqu'on va être sur des températures encore inférieures, eh bien là, on connaît la limite de la pompe à chaleur en termes de calories puisées à l'extérieur. Et là, il va pouvoir y avoir un fonctionnement seul de la chaudière qui, à elle seule, lorsque les températures, pardon, pour le coup, seront relativement basses, eh bien pourra assurer à elle seule les besoins en chauffage du logement. Est-ce qu'on contrôle l'ensemble? Eh bien, côté appareil gaz, oui, jusqu'en mars 2025 et même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 22 juin 2025. Aujourd'hui, 26, pardon, on ne regarde pas tout. Donc du coup, vous voyez ici la partie gauche, la partie gaz qui est contrôlée depuis des années que vous connaissez par cœur. Par contre, la partie grisée qui correspond à la partie PAC de la PAC hybride n'était pas contrôlée. Du coup, la DGPR, petit grattage de tête, a dit ça serait quand même logique qu'il y ait aussi des contrôles sur la partie électrique de la PAC hybride, parce que il y a aussi des risques potentiels qui sont associés. Du coup, en travaillant en harmonie avec les organismes de contrôle, les organisations professionnelles, et nous, au sein d'Habitat Plus PG, nous avons identifié des risques potentiels. Ces risques potentiels, ils ont été classés en 3 catégories. Les premiers sont les risques d'implantation. Risques d'implantation et notamment sur l'unité extérieure de la pompe à chaleur hybride. Si jamais, par exemple, fuite de fluide il y a, pardon, il peut y avoir des risques associés. Donc, ces problèmes-là ont été identifiés, listés, et donc c'est Thomas qui va vous en parler juste après. Il y a ensuite des risques, bien entendu, électriques. On est sur des puissances électriques qui sont plus élevées que sur la simple chaudière. Donc, du coup, il y a des risques associés au niveau électricité qui, eux, vont vous être présentés par Julien tout à l'heure. Et les troisièmes risques sont des risques liés à un risque de basculement et d'écrasement si jamais l'unité extérieure est mal fixée, que ce soit au sol et a fortiori si on est en élévation. Il y a effectivement quelques points de vigilance à respecter pour qu'il n'y ait pas de risque de dégradation ou du matériel ou bien sûr sur les personnes. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vais passer la main du coup à Thomas, Julien et Bruno qui vont vous présenter ces fameux points de contrôle avec donc du coup l'évolution associée du référentiel de contrôle. Voilà, je passe la main à Thomas. Merci Hervé. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Thomas Giraudot, référent métier pour l'organismabilité DECRA. Donc, effectivement, on va parler ensemble des risques d'implantation d'une unité extérieure d'un système thermodynamique. C'est la plupart des questions, donc par rapport à son environnement global. Hervé, on peut passer. Une écriture, n'hésitez pas. Voilà, parfait, impeccable. Donc, en fait, on va regarder les distances, effectivement, l'éloignement d'une unité extérieure d'un système thermodynamique par rapport au terminal d'un appareil de type C. L'objectif est bien sûr d'éviter que l'appareil de type C puisse réaspirer le fluide frigorigène en cas de fuite sur l'unité extérieure. Donc en fait, on va avoir une distance qui doivent être regardées dans les préconisations du fabricant. Donc ça, c'est vraiment important. Quand on achète effectivement du matériel, on s'intéresse toujours un petit peu à la notice
Bah là, ça va être la même chose quand on va installer du matériel. On va essayer de s'intéresser quand même à qu'est-ce que nous préconise le fabricant en termes d'éloignement par rapport à un terminal type C, par exemple, avec un minima de 60 cm. La slide suivante. Donc, c'est les mêmes distances. C'est pas la même distance, c'est aussi la même distance, mais par rapport à un orifice d'entrée d'air. Donc, c'est le même, un point de contrôle qui se fait très, très rapidement, effectivement. Donc, l'unité extérieure d'un système thermodynamique par rapport, effectivement, à un orifice d'entrée d'air du bâtiment, on doit avoir un éloignement qui doit respecter celui du fabricant ou 60 cm à minimum. Lorsqu'on est effectivement sur un fluide inflammable et toxique également, on va avoir des distances par rapport, donc c'était le cas juste avant effectivement, hein, par rapport à une entrée d'air. C'est uniquement si le fluide est inflammable ou toxique. Et on va voir la même chose ici avec les 40 cm par rapport à un ouvrant. Et ces 40 cm et 60 cm, vous les connaissez déjà un petit peu par rapport à un terminal type C par exemple. Mais là, c'est vraiment l'unité extérieure dynamique par rapport à une orifice d'entrée d'air qu'on a vu juste avant ou effectivement un ouvrant, les 60 et les 40, mais toujours on se rapporte au dossier de document du fabricant qui peut avoir des préconisations un peu plus importantes. On imagine bien que le cas peut être rare, mais le fluide frigorigène, effectivement, on ne veut pas qu'il puisse rentrer aussi dans le bâtiment ou qu'il puisse effectivement s'accumuler dans des volumes, notamment si on a l'unité extérieure qui se trouverait à proximité ou même carrément au-dessus d'un seau de loup euh, ou d'une cour anglaise, notamment avec un ouvrant dedans qui pourrait être éventuellement ouvert. Voilà, on ne veut pas que ça puisse rentrer dans le bâtiment ou s'accumuler à ces endroits-là parce que finalement, là, on peut avoir des problématiques, pareil, lorsque le fluide est inflammable ou toxique. On va également vérifier la distance de l'unité extérieure avec une citerne. Donc, notamment, effectivement, le capot de la citerne aérienne, par exemple, on va avoir une distance de 3 mètres. Il nous faut plus de 3 mètres de distance entre l'unité extérieure d'un système thermodynamique, par exemple, et effectivement le capot qui renferme la soupape de sécurité ou le double clapet d'emplissage pour une citerne. Donc voilà, ça, il faudra être vigilant également sur ces points-là. Les citernes sont généralement quand même éloignées des bâtiments d'habitation, mais dans certains cas, on peut les avoir très proches, notamment des anciennes installations. On pourrait avoir des citernes quand même plus proches que ce que vous pensiez. Et quand vous allez installer votre pack hybride, par exemple, voilà, on essaie de faire un petit peu attention à tout l'environnement autour de votre installation. Donc le point 27b, il vous parle en théorie, hein, puisque ce sont les distances aux entrées d'air et aux ouvrants par rapport à un terminal type C. Et là, on va avoir effectivement la même chose. On doit effectivement s'assurer d'une distance suffisante entre le terminal type C, donc c'est Oui. un récipient hein, pareil. Hein. Donc en fait, c'est vraiment entre le type C et la citerne, qu'elle soit aérienne ou enterrée. Et en fait, si on est en aérien, c'est 3 mètres et en enterré, c'est 1,50 m. Merci à vous, Pardon, Julien. merci. Merci Thomas. Merci Thomas. Bonjour à tous, moi c'est Julien Lambrolier, donc moi je suis le directeur technique pour l'organisme Coprodit et je vais donc vous présenter les différents points de contrôle sur les risques électriques pour la protection des biens et des personnes. Donc voilà, la première question, tu peux passer Hervé, on va bien vérifier que l'installation présente un disjoncteur ou interrupteur inférieur ou égal à 30 mA, justement pour la protection des personnes. Donc on vérifiera bien que tout ça est installé dans le tableau en amont de l'installation électrique de la PAC et de la chaudière. Tu peux passer. Nous vérifierons aussi si la pompe à chaleur et la chaudière bénéficient bien de circuits électriques dédiés, c'est-à-dire qu'elle est bien un disjoncteur propre à chaque appareil et qu'il n'y ait pas plusieurs neutres ou plusieurs phases branchées sur le même disjoncteur, justement pour éviter les surchauffes, risques d'incendie, etc. Nous vérifierons aussi les couples et la longueur des câbles.
sachant selon la puissance de la PAC et de l'appareil et suivant les longueurs utilisées, eh ben, il faudra adapter la section du câble. Donc le contrôleur vérifiera tout ça avec l'aide de l'installateur qui sera sur place et les informations qu'il nous donnera. On vérifiera aussi qu'un disjoncteur divisionnaire dédié et identifié est bien compatible avec la puissance absorbée de la pompe à chaleur et de la chaudière, quoi. Donc, qu'il ait bien installé un disjoncteur capable d'absorber la puissance de la PAC pour pas qu'il y ait risque d'incendie, de surchauffe et que ça disjoncte sans arrêt. Nous vérifierons aussi comment la relation électrique est faite par rapport au câble électrique. Donc, dans l'habitation, on vérifiera que c'est bien des types R2V. Et contrairement à l'ERP où ces câbles-là doivent être plus robustes, ce sera plutôt des types CA, S2, D2, A2. Bon, la différence, c'est que voilà, dans l'ERP, les câbles sont un peu plus robustes que dans l'habitation, donc nécessitent d'autres normes. C'est bon, hein. Donc, sur l'installation électrique, on vérifiera aussi qu'il y a un conducteur de protection principale qui est relié à la terre. Bien sûr, dans le tableau électrique, on vérifiera qu'il y ait bien, que tout soit conforme et tout soit bien connecté à la terre. Et on vérifiera aussi, bien sûr, que chaque appareil est bien aussi connecté à la terre depuis le tableau. Et en dernier, on vérifiera aussi que chaque appareil a un moyen de coupure multipolaire, par exemple à l'interrupteur de proximité que vous voyez, ou par la mise en place d'un cadenas sur les disjoncteurs pour éviter toute remise en route si un installateur devait faire la maintenance ou une réparation de l'appareil pour éviter les risques électriques, quoi. Donc une protection devrait être mise en place. Voilà. Je Et pense que sur j'ai fait ce le tour. Oui, Oui, Julien, super. Et sur ce point-là, juste préciser qu'on sera sur une observation au niveau du oui, référentiel. exactement. Ben oui. Merci, Julien. Merci. Je passe la parole à Bruno Pi de Caligaz Evonia. Merci Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Bruno Pi, le directeur technique de Caligaz Evonia. Et donc, moi, je vais vous parler des points de contrôle qui concernent notamment la fixation de l'unité extérieure. Alors, donc là, nous nous intéressons effectivement à la fixation. Donc, on voit une belle fixation en mural sur l'image de gauche. Et donc, ce qu'on va chercher à éviter, c'est ce qui se produit sur l'image de droite. Donc, c'est finalement une chute de l'unité extérieure par un basculement. Donc là, j'aimerais pas me retrouver en dessous de cette unité extérieure qui pourrait chuter. Premier point de contrôle, donc le P2A. Donc, on est sur les mêmes questions, qu'on soit en habitat ou en ERP5 de moins de 20. Donc là, on est effectivement sur le fait d'avoir, alors, en l'absence de Bigfoot, une unité extérieure qui va être positionnée sur un support d'allure horizontale. Et donc, ce qu'on va notamment chercher à vérifier, c'est qu'il est bien d'allure horizontale, bien stable, et qu'il ait une hauteur de 10 cm par rapport au sol. On peut avoir, par exemple, comme support un socle béton, des plots béton, une longerine. Donc, ce qu'on va rechercher effectivement ici, c'est une certaine stabilité dans la fixation de l'unité extérieure. Et donc, ça donne lieu à, en cas de non-conformité, une observation dans le référentiel de contrôle. Deuxième point, donc, si on est sur une pose sans Bigfoot, donc ce qu'on va rechercher, c'est la présence, en effet, de plots antivibratiles en dessous de chaque pied, donc situé entre l'unité extérieure et le support. Donc là, l'idée, c'est effectivement de limiter les vibrations et d'avoir une stabilité de cette unité extérieure. Et lorsque nous sommes en présence d'une pose avec des Bigfoot, donc la bonne pratique et l'exigence ici, c'est de faire en sorte que les Bigfoot dépassent de l'unité extérieure. Donc là encore, on va rechercher une stabilité afin d'éviter un basculement de l'unité extérieure. Et nous sommes toujours sur une observation dans le référentiel habitat ERP5. Alors,
Donc là, nous sommes sur une pose sans Bigfoot. Donc l'idée, c'est qu'en effet, l'installation, enfin l'unité extérieure soit bien fixée au support, toujours dans l'objectif de faire en sorte que l'unité ne bascule pas. On ne pourrait pas concevoir que cette unité soit simplement immobilisée par son propre poids. Ce qu'on recherche, c'est qu'elle soit solidement fixée, mécaniquement fixée au support. Donc là, en l'occurrence ici, une dalle béton d'au moins 10 cm. Pardon. Et donc toujours une observation en cas de non-conformité sur ce point. Alors, donc nous sommes ici sur une fixation murale. Dans certaines configurations, on peut en effet, lorsque le client l'exige, avoir une fixation murale plutôt qu'au sol. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut que cette unité extérieure soit solidement fixée, sur un châssis support, d'allure horizontale toujours. Et donc là, on voit un système de fixation avec des équerres. On peut retrouver chez la plupart des fabricants ce type d'équerre qui est proposé pour assurer une fixation solide au mur. Et donc là, étant donné qu'on est sur une fixation murale, le risque de chute, notamment de hauteur, est quand même plus important. Et donc là, ici, si nous trouvons une anomalie, nous serons plutôt sur une anomalie de type A2 ou NC2 pour les ERP5 de moins de 20. Alors, toujours dans une logique de limiter les bruits solidiens et les vibrations, dans cette configuration-là, on doit également avoir système de plots anti-vibrati qui sont donc fixés entre l'équerre sur la photo et l'unité extérieure. Donc voilà, dans l'objectif de limiter les vibrations, nous avons ce type de caoutchouc qui est posé entre l'unité extérieure et les équerres. Et donc, si jamais nous ne trouvons pas ce type de dispositif, alors dans ce cas-là, nous mettrons une observation à ce point de contrôle, qu'on soit en habitat ou en ERP5. Merci Bruno. Avec plaisir. Du coup, pour clôturer cette présentation conjointe, on l'avait vu tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au 1er juillet, sur une plaque hybride, mais n'était contrôlée que la partie gaz, si je peux dire, que la partie chaudière. Et bien du coup, la date à retenir, celle qui a été évoquée par Romain tout à l'heure, c'est demain, 1er juillet, c'est dans moins de 10 jours. À partir du 1er juillet, les nouveaux points de contrôle qui ont été évoqués à l'instant, seront en place et donc les référentiels de contrôle associés sont également prêts pour le 1er juillet. Donc à partir du 1er juillet, on contrôlera sur une plaque hybride, ce qui paraissait complètement logique, l'ensemble de l'installation, qu'on parle de la partie gaz ou qu'on parle de la partie électrique. Les fameuses deadlines, du coup les objectifs, ce qui est fixé. Là, vous avez sur la partie gauche la partie logement que vous connaissez par cœur évidemment avec la maison individuelle et l'appartement. Tout ce qui est installation gaz, la case est cochée en vert, vous la connaissez, c'est ce qui est depuis des lustres contrôlé, il n'y a pas de souci. Sur la partie plaque hybride, l'entrée en vigueur de ces contrôles-là seront le 1er juillet, comme évoqué à l'instant. Et sur la partie droite de ce tableau, vous avez dans son ensemble les ERP 5e catégorie, moins de 20 personnes. Que ce soit l'installation gaz ou que ce soit la plaque hybride, des contrôles, vous le voyez tout à fait en bas. Les trois dates, les trois types de contrôles commenceront à partir du 1er juillet 2026. Et donc jusqu'au 1er juillet, l'attestation sous l'honneur est toujours possible, jusqu'au 1er juillet. Mais à partir du 1er juillet, c'est le certificat de conformité modèle 2 sur ces petits ERP qui rentrera en vigueur.